Bienvenue dans cet atelier dédié à la lutte contre le gaspillage alimentaire avec un zoom sur la restauration collective et la distribution. Donc on va être aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir trois expériences qui vous seront présentées. On aura dans un premier temps Dominique Nicolas qui est coprésident du CREPAC Nouvelle-Aquitaine, donc qui va nous présenter l'expérience de la Nouvelle-Aquitaine en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ensuite Sabine Julien de la DRAF Normandie ici également dans le copilotage du réseau Régal Normandie, donc il va également pouvoir nous présenter quelques activités du Régal et notamment en lien avec la restauration collective en partie. Et enfin, on aura Paulo Serge Lopez de la métropole européenne de Lille qui va également nous présenter l'expérience de la métropole de Lille et du travail avec ses communes, notamment sur la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc je vais d'abord commencer par introduire un petit peu cet atelier en rappelant quelques chiffres et en rappelant le cadre réglementaire. Euh, Avant que je fasse ça, peut-être vous indiquer, donc en effet, on aura ces trois interventions et à la fin, on a environ 15-20 minutes qui seront dédiées à la discussion et on a la chance d'être peu nombreux, donc on pourra, voilà, d'autant plus, je pense, discuter entre nous, poser des questions aux intervenants et même discuter entre vous. Donc quelques chiffres clés, je pense que si vous êtes ici, c'est un sujet qui vous intéresse, donc vous devez déjà un petit peu connaître ces chiffres-là. Le gaspillage alimentaire, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? C'est 8,8 millions de tonnes de déchets alimentaires qui sont produits chaque année. Parmi ces... Alors, pardon, je vais couper le son ici. Voilà. Parmi ces 8,8 millions, 4,3 millions de tonnes correspondent à du gaspillage alimentaire, c'est-à-dire c'est des aliments qui sont encore consommables et du coup qui finissent à la poubelle. Donc il y a tout un circuit de revalorisation qui n'est pas du tout encore vraiment mobilisé. Et ça correspond à l'échelle, pour le ramener à l'habitant, pour se faire une meilleure idée, c'est 60 kilos de déchets alimentaires par habitant, dont 25 qui sont voilà, du gaspillage alimentaire. Euh, D'où provient ce gaspillage alimentaire? Donc, il a lieu tout au long de la chaîne de valeur. Les maillons les plus concernés sont la consommation des ménages et la production agricole. Donc, un peu les deux extrémités finalement de la chaîne. Bien sûr, la distribution est également concernée, hein, c'est 12% du total de ce gaspillage. Et la restauration hors domicile, donc c'est un petit peu les deux maillons qui nous intéressent, c'est 13%. Donc, ça compte, c'est bien sûr la restauration collective. Pourquoi réduire ce gaspillage alimentaire? Bon, ça a des impacts multiples, hein. C'est tout autant de ressources qu'on utilise pour finalement des aliments qui ne sont pas consommés, donc de l'eau, de l'énergie, des terres agricoles, le transport de ces marchandises, les emballages de ces marchandises. Et ça génère également voilà, des gaz à effet de serre. 15,3 millions de tonnes de CO2 émis par an du fait de ce gaspillage alimentaire. Et ça correspond tout de même à 3 à 4% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Donc voilà, je pense qu'il y a un consensus sur pourquoi réduire ce gaspillage alimentaire. Donc si je zoome un petit peu sur la restauration collective, quelques chiffres issus de la plateforme Ma Cantine de 2024. En restauration collective, donc on a en France et métropolitaine et outre-mer, on a 3,7 milliards de repas qui sont servis par an. La moyenne du gaspillage, c'est 100 grammes par couvert et par repas. Donc sur un repas, voilà, sur un plateau repas, il y a 100 grammes qui sont jetés en moyenne. On a enfin, ce montant varie en fonction du type de restauration collective. C'est un petit peu plus important dans le domaine de la santé, un peu moins important dans les entreprises, dans l'administration, et c'est autour de la moyenne enfin, dans les établissements scolaires. Qu'est-ce qui est gaspillé dans l'assiette? On se rend compte que c'est beaucoup l'accompagnement, 35%, donc souvent le légume qui va être gaspillé. La viande à hauteur de 25%, et voilà l'entrée, souvent des crudités qui vont pas être consommées. Et là, après, voilà, il y avait différents petits chiffres sur les restes dans l'assiette par étape du repas. Et également, selon le mode de livraison, on a également un taux de gaspillage qui est différent et plus important en liaison froide, où il y a voilà, des plats qui sont réchauffés sur place, où il y a un gaspillage plus important. En grande distribution, la grande distribution, on n'est pas en reste hein, en matière de gaspillage alimentaire pour de nombreuses raisons. 12% du gaspillage alimentaire en France. Donc ça correspond à 500 000 tonnes de denrées alimentaires qui sont gaspillées chaque année. Donc 7 kilos par habitant et par jour. Donc les erreurs peuvent être, enfin les causes pardon, peuvent être assez variées, hein. C'est l'erreur de prévision dans les ventes. Donc on va toujours vouloir en grande distribution être à flux tendu, ne jamais être en manque d'un certain produit. Et donc forcément ça veut dire avoir toujours du stock pour tout et
et avoir potentiellement des aliments qui sont gaspillés lorsqu'une vente va diminuer. Défaut esthétique des produits, bien sûr. Donc, les produits ne peuvent pas être, enfin, ne peuvent pas, entre guillemets, la distribution ne souhaite pas vendre certains produits qui peuvent avoir simplement des défauts esthétiques, mais pas du tout liés à l'hygiène ou à la consommation. Les DLC proches, la rupture de la chaîne logistique, ça arrive encore aussi, la rupture de la chaîne du froid notamment. Donc, tout autant de raisons pour lesquelles le gaspillage a lieu en distribution. Et enfin, je voulais rappeler le cadre réglementaire. Donc là, c'est une diapo un petit peu lourde. Vous aurez, on vous enverra les diapositives si ça vous intéresse. Euh, bah, il y a un petit peu trois grands temps. Je vais peut-être pas tout lire aujourd'hui parce qu'en effet, ça fait beaucoup et on va, je pense, en reparler un petit peu par la suite. Trois grands temps. La loi Garot en 2016 qui a concerné surtout la grande distribution. Donc peut-être que vous connaissez cette loi Garot. Est-ce que ça a impliqué pour la grande distribution? C'est à partir de ce moment-là, la grande distribution avait l'obligation de mettre en place une convention avec une association d'aide alimentaire pour faire le don en fait de tout ce qui était invendu. Donc c'est depuis 2016 qu'ils sont obligés de mettre une convention en place. Enfin, depuis 2016, il est aussi interdit de javeliser, rendre impropre à la consommation les invendus. Donc c'était autorisé avant 2016. C'est surtout ça qui est surprenant. Ensuite, il y a eu la loi Egalim en 2018, qu'on connaît beaucoup, notamment vis-à-vis de la restauration collective. Donc, c'est cette loi Egalim qui a fixé cette obligation de réaliser un diagnostic de gaspillage alimentaire au sein des restaurants scolaires. Et la mise en place d'actions de sensibilisation des convives, d'actions de pesée. Enfin, en tout cas, une stratégie doit avoir été pensée par la collectivité pour lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est une des obligations de cette loi. Après, chaque collectivité va le mettre en place d'une manière différente, mais en tout cas, elle doit l'avoir pensé. Et enfin, la loi AGEC en 2020, qui termine un petit peu ces trois grands jalons, qui fixe pour le coup des objectifs chiffrés. Objectif de moins 50% de gaspillage alimentaire donc d'ici 2025. Je n'ai pas le bilan de cet objectif, c'était en 5 ans, donc entre 2020 et 2025, pour la distribution et la restauration collective, et c'était 2030 pour les autres secteurs. Donc plutôt voilà, transformation, consommation, etc. Ça a également permis de définir juridiquement le gaspillage alimentaire, un petit peu de lui donner un cadre juridique, de également clarifier les différentes étapes. Comment est-ce que voilà, on a un produit qui n'est pas consommé, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il finit directement en méthanisation? Ben non, en fait, il y a différentes étapes. C'est d'abord l'alimentation animale, ensuite, je les ai plus en tête dans l'ordre, mais bon, c'est prévenir, donner, transformer, alimentation animale, compostage et méthanisation. Donc ça a permis de créer un cadre pour revaloriser de toutes ces manières-là les aliments qui ne sont pas consommés. Et donc, les collectivités étaient les premières concernées par cet objectif de réduction du gaspillage alimentaire. Et donc, c'est à ce moment-là aussi qu'on a vu se multiplier, notamment aux échelles intercommunales, tout plein de dispositifs de collecte des biodéchets, des bornes un petit peu d'apport volontaire. Il y a aussi du compostage dans des plus petites communes qui ont été mises en place. Donc c'est voilà, dans ce contexte-là aussi qu'on a cette table ronde pour savoir aujourd'hui comment bah, déjà la restauration collective a répondu à ces exigences, comment est-ce elle y répond aujourd'hui, comment est-ce qu'on essaye aussi bah, de toucher un autre type de public, les distributeurs, les ménages, pour réduire ce gaspillage alimentaire. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Dominique Nicolas qui va pouvoir nous donner son point de vue depuis la Nouvelle-Aquitaine. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir invité le CREPAC à présenter ses actions en matière de lutte contre le gaspillage. Juste pour faire la transition, puisque c'est la canicule, et quelle relation entre la canicule et le gaspillage alimentaire? Il y en a une très évidente, les impacts environnementaux, dont entre autres l'émission de gaz à effet de serre du gaspillage alimentaire. Ça représente, si le gaspillage alimentaire au niveau mondial était un pays, ce serait les troisièmes plus gros émetteurs de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis. Ça vous dit l'ampleur du phénomène et des impacts et pourquoi il faut lutter contre le gaspillage alimentaire. Euh, c'est ici, là. D'accord, ça c'est le. Donc moi je suis Dominique Nicolas, le coprésident du CREPAC, le coprésident fondateur du CREPAC. On va fêter les 30 ans du CREPAC cette année, le 9 octobre. On va faire une grande fête. Et donc, je vais vous présenter l'action que l'on mène, qui est soutenue financièrement par l'ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine, et puis aussi la DRAF Nouvelle-Aquitaine. Alors, le CREPAC, c'est une association qui agit pour la
transition écologique et solidaire dans la région Nouvelle-Aquitaine, avec un fil conducteur pensée globale, agir local. Et on rayonne sur les 12 départements. Il y a 12 départements. C'est la région métropolitaine de France la plus étendue. Et on a du boulot. Ouais. On circule du nord au sud et de l'est en ouest. Et c'est très dense. Et nous avons voilà, des missions d'information, de sensibilisation, mais surtout d'accompagnement des acteurs et des territoires, de formation, d'éducation environnement. On fait des études et des expertises aussi. Et ces missions sont déclinées suivant des thématiques, pratiquement toutes les thématiques de la transition écologique et solidaire. Et on a un gros volet alimentation durable depuis le 2010-2011. Et dans ce cadre, on a de nombreux projets innovants, inspirants et coopératifs. Donc le REGA, le réseau pour éviter le gaspillage alimentaire dont on va parler. Frigo Zéro Gaspi. Depuis 2018, on installe des équipements libre-service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où tout un chacun peut venir prendre ou donner de la nourriture. Hein. C'est des frigos en libre service sur l'espace public. On en a installé 35 depuis le 2018. Resto Co Solidaire, c'est un projet que l'on mène depuis 2 ans qui consiste à faire des études de faisabilité de création de filières ESS de récupération systématique des excédents de la restauration collective, de manière à les reconditionner, les valoriser alimentairement à destination des assos d'aide alimentaire. J'expliquerai peut-être tout à l'heure quelques éléments entre les conflits d'intérêts qu'on peut avoir lorsqu'il y a des excédents, que ce soit des invendus, des grandes surfaces ou des excédents de restauration commerciale ou collective. Il y a des conflits d'usage qui se posent. Je vais en parler tout à l'heure. Et puis, on mène aussi des expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation, notamment universitaires. Étudiantes d'abord et puis universitaires. Voilà. Alors, le Régal Nouvelle-Aquitaine, c'est un réseau que le CREPAC a imaginé en 2013. C'est le premier réseau d'acteurs contre le gaspillage alimentaire, donc créé en France. L'étendue sur 12 départements, hein, l'étendue de sa couverture, et puis un programme d'action quand même assez dense, comme je l'ai dit tout à l'heure, et toujours avec le soutien là, des partenaires institutionnels que j'ai pris, et aussi France Nature Environnement, parce qu'on est affilié à France Nature Environnement, qui a joué aussi un grand rôle dans le soutien à nos démarches. Alors juste, euh, Louison a fait un rappel brief là, de la réglementation, mais il faut imaginer que le gaspillage alimentaire, c'est un sujet qui a émergé dans les années 2010-2011. 2010-2011, et le CREPAC et les France Nature Environnement, auxquels on est affilié, et travaillent déjà depuis 1 ou 2 ans sur ce sujet qu'on avait identifié comme majeur. Et donc, Ah, lorsque, en 2012-2013, Guillaume Garot, dont on a parlé tout à l'heure, qui était ministre délégué à l'agroalimentaire, a décidé de s'attaquer au gaspillage alimentaire, hein, ce qui est une première pour un gouvernement. Il a initié un pacte national contre le gaspillage alimentaire. Il y a eu des travaux pendant plus d'1 an auxquels a participé le CREPAC et FNE. FNE nous a proposé de piloter un groupe de travail information, sensibilisation, éducation. Et à partir de là, on a pu œuvrer à consolider la lutte contre le gaspillage, alors qu'il n'y avait aucune loi pour le moment. Hein. En 2013, aucune loi. Au monde, aucune loi. Et ce gaspillage alimentaire, enfin ce pacte, les conclusions, c'est qu'il y a eu 11 mesures qui se sont dégagées à la fin. Il a été signé le 14 juin 2013 par l'ensemble des acteurs hein, de la chaîne alimentaire. Hein. Et dans cette mesure numéro 6, alors il y avait évidemment déjà en 2013, avant que la loi Garot en 2016 soit votée, il y avait déjà de fait qu'il fallait plus détruire les invendus. Il fallait plus javeliser la viande, il fallait plus... Bon, tout ça, c'était préconisé dans le pacte.
Mais un pacte, c'est juste des, une espèce de protocole d'intention, une charte, mais ce n'est pas du tout une obligation. Alors, dans ce pacte national, il y avait cette mesure 6, numéro 6, qui disait il faudrait mettre en place un club d'acteurs contre le gaspillage alimentaire. Alors ça se trouvait dans le programme national de prévention des déchets de 2014 à 2020. Il y a un programme national de prévention des déchets. Vous ne le saviez pas, mais il y en a un. Bon, donc comme c'est confidentiel, j'en profite pour en parler. Ça, c'était la première mouture. Après, il y a eu d'autres moutures. Nous, au Crépac, lorsqu'on est sorti du pacte, on s'est dit, bon, c'est une bonne idée, c'est un club d'acteurs. Mais bon, il y a marqué il est préconisé que ce club se réunisse de temps en temps. J'ai des retours d'expérience, très ça. Bon, mais ça nous paraissait quand même pas du tout à la hauteur de l'enjeu, ni ça manquait d'ambition. Donc, c'est dit, nous, club d'acteurs, c'est pas ça, hein. C'est pas ça qu'il faut. C'est vraiment un réseau. Il faut constituer un réseau de lutte contre le gaspillage alimentaire et mobiliser l'intelligence collective de l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Alors, on n'est pas naïf, hein. Le gaspillage alimentaire, c'est un dysfonctionnement global du système alimentaire mondialisé. C'est un révélateur de ces dysfonctionnements. Et donc, pour nous, le gaspillage alimentaire disparaîtra lorsqu'il y aura eu une transformation profonde du système alimentaire, avec des systèmes alimentaires territoriaux plus locaux, plus résilients, plus durables. Pour le moment, le gaspillage alimentaire, c'est le résultat d'un système alimentaire qui marche sur la tête. Vous savez, il y a des agriculteurs qui renversent les panneaux sur les routes. On marche sur la tête, mais oui, le système alimentaire, il marche sur la tête. Si un tiers de la production mondiale est gaspillée, c'est pas normal. Nous, on s'est dit, les clubs, aussi respectables qu'ils soient, comme un club de bridge ou le Rotary Club, bon, on n'a rien contre, au contraire, hein, il vaut mieux être dans ces clubs, mais il faut passer à quelque chose de plus ambitieux. Donc, on a le 1er septembre 2013, vous voyez, le pacte a été signé en juin 2013, et nous, le 1er septembre 2013, on a créé ce Régal Nouvelle-Aquitaine. On a soumis l'idée, on a proposé cette idée au département Gironde qui était en charge de la planification des déchets à l'époque, puisque aujourd'hui c'est la région qui s'occupe de la planification des déchets, mais à l'époque c'était les départements pour les déchets ménagers assimilés. Le département, ça correspondait tout à fait à sa philosophie de prévention des déchets. Donc, il nous a dit, OK, je vous soutiens financièrement et puis moralement. Et puis, les autres partenaires aussi ont suivi les services de l'État, la DREAL, la DRAF, l'ADEME, la région, qui n'était qu'Aquitaine à l'époque. Donc, on a créé un comité de suivi, Puis, en 2016, fusion des régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin. Et le CREPAC a décidé d'élargir le périmètre géographique du réseau à la Nouvelle-Aquitaine, donc des 12 départements. Alors, comme le CREPAC a quand même inventé ce concept de réseau, on s'est inquiété de la manière qui pourrait être détournée par certains acteurs. Et on s'est dit, on va déposer le nom. Donc, on a déposé le nom à l'ENPI. Et ensuite, lorsqu'il s'agit comment dire, d'essaimer le concept de régal dans d'autres régions, l'ADEME nous a proposé de signer une convention où on autorise l'ADEME et les autres acteurs qui veulent créer des régals à utiliser le nom. Voilà, donc on est sûr actuellement que quand on parle de régal, réseau pour éviter le gaspillage alimentaire, c'est des choses qui tiennent la route et qui vont dans le sens souhaité et pas des gens qui essaieraient de contourner l'idée. Alors actuellement, ce concept, puisque nous on a créé le Régal Aquitaine puis Nouvelle-Aquitaine en 2013, ensuite de suite il y a eu le Régal Normandie qui a été créé, puisque à l'époque aussi il y avait FNE Normandie, enfin il y avait une association qui s'appelle le Crépan, qui est aujourd'hui FNE Normandie, qui était aussi dans la concertation, comment
essaimer la lutte contre le gaspillage alimentaire en France de la manière la plus pertinente possible. Et puis ensuite, vous voyez, je ne sais pas si c'est lisible les données, au fur et à mesure, l'objectif, c'est d'avoir un régal par région. Actuellement, vous voyez, il y a 2 ou 3 régions qui n'ont pas de régal. Bon, c'est la Nouvelle-Occitanie, mais c'est en préfiguration. Il y a une étude de préfiguration. Il y a le Nord, il y a l'Île-de-France aussi. Ça commence à bouger. Donc, en fait, l'ADEME, et puis en concertation avec les DRAF et les DREAL locales, enfin régionales, essaie de faire en sorte que chaque région soit couverte par un régal. Alors, il y a une charte des régals. Quel est l'objectif d'un régal? C'est de pouvoir diffuser de l'information, créer des savoirs collectifs, faire émerger de nouveaux projets, partager, capitaliser, c'est ça qui est essentiel, partager, capitaliser, essaimer des bonnes pratiques, se faire rencontrer les professionnels de chaque secteur, malgré ce que l'on peut croire, en restauration collective notamment, les professionnels, le personnel se rencontrent très peu souvent, hein. En fait, ils n'ont pas l'occasion de se rencontrer et de s'enrichir mutuellement. Et mobiliser l'intelligence collective, c'est notre objet. Et différents acteurs portent les régals. Bon, pour, pour le régal Nouvelle-Aquitaine, c'est le CREPAC, hein, c'est une association. Pour la Normandie, c'est FN Normandie. Vous avez aussi, pour le centre Val-de-Loire, c'est un réseau d'éducation environnement. Vous avez dans le sud, c'est une coopération agricole. Dans le nord, ce sont des collectivités. Parce que vous avez vu là, je reviens à la carte, là, il y a 3 régals territoriaux qui sont portés par des collectivités, mais normalement, il y a une préfiguration d'un régal Hauts-de-France. Voilà, je ne sais pas comment ça pourra se compléter. Et puis donc, en fait, les acteurs, les soutiens financiers, comme je dis, c'est les DRAF, les DRAL, les régions, l'ADEME. Et chaque régal a ses spécificités, sa propre gouvernance qui va dépendre de l'histoire, des contextes locaux, voilà. Donc, ouais, eh ben, ça va être dur, hein, parce qu'il fallait faire, je devais introduire les régals. Oh, tout ce qui est présentation de régals, ça devrait être exclu de ma présentation, hein. Voilà, juste alors très rapidement pour le régal Nouvelle-Aquitaine, le CREPAC en concertation étroite avec les acteurs territoriaux, on a dit qu'est-ce que vous avez besoin pour une animation de réseau? Et vous avez ce visuel qui vous, en fait, regroupe l'ensemble des actions d'un programme annuel du régal Nouvelle-Aquitaine qu'on anime. Vous avez des journées techniques, vous avez des ateliers participatifs, vous avez des webinaires, on fait des assises régionales, on participe à toutes les commissions territoriales, genre PAT, PLPDMA, les programmes locaux de prévention des déchets. Ça, c'est toute la partie partager, mutualiser, s'aimer, se rencontrer, échanger, co-construire. Une partie informée, sensibiliser, documenter. On fait des gaspille-tours à destination des élus des petites communes rurales notamment qui n'ont pas des services techniques derrière eux pour les assister. Et donc, on essaie de fortifier, enfin, de consolider leur lutte contre le gaspillage dans leurs petites communes. On peut organiser des événements grand public. On est centre de ressources aussi. Toute personne qui veut des renseignements sur le gaspillage alimentaire, on peut les orienter vers les personnes de ressources. On peut faire des conférences débats. On a une lettre d'info qui s'appelle les régaliens. C'est un jeu de mots. Et puis, on a toute la partie communication, site internet. On suit aussi des projets souvent, sans rentrer, mais on conseille, on oriente les porteurs de projets vers les bons interlocuteurs et les bons soutiens. Il y a une charte de coopérateur, hein, qu'on peut signer si on veut aller plus loin. Et puis, valoriser, chaque année, enfin, on a un guide d'initiative remarquable et exemplaire qui rassemble l'ensemble des actions portées par des acteurs en Nouvelle-Aquitaine qui nous semblent remarquables, exemplaires.
innovantes. Et on décerne aussi, le jury du comité de suivi là, décerne aussi des prix pour en fait valoriser, distinguer toute initiative qui nous paraissent aller dans le bon sens. On a des orientations stratégiques, notamment en lien avec l'ADEME, la région, la DRAF, etc. hein. C'est-à-dire que nous, on veut, en Nouvelle-Aquitaine, mais comme dans toutes les autres régions, on voudrait avoir une vision plus claire du gaspillage alimentaire parce que on sait la quantité totale de biodéchets générés en France, mais localement, c'est très difficile, régionalement, d'avoir la part du gaspillage alimentaire dans la totalité du gisement des biodéchets. Et ça, on travaille à travers des observatoires régionaux du gaspillage alimentaire. Peut-être que vous allez en parler aussi tout à l'heure. Euh, axe numéro 2, outiller les acteurs. Eh ben, on se rend compte que les démarches anti-gaspillage, elles ne sont pas encore totalement ancré dans le paysage, que les méthodologies, par exemple, de démarche de lutte contre le gaspillage en restauration collective, il n'y a pas encore le cadre méthodologique n'est pas vraiment respecté. Hein. C'est un peu fait ponctuellement, comme ça, empiriquement, mais pas du tout méthodologiquement. Donc, on essaie de renforcer ce côté. Co-construire et structurer des solutions logistiques pour récupérer les excédents et les invendus de manière à pouvoir les reconditionner, les transformer et alimenter des assos d'aide alimentaire avec des produits de qualité, notamment s'il s'agit de restauration collective, parce qu'il nous paraît insupportable que dans le cadre de la loi Egalim, on demande aux restaurations collectives du bio, du local, du durable, etc., etc., si c'est pour que ça se termine à la poubelle, pour alimenter les vers du compost ou les bactéries des méthaniseurs, c'est pas possible. Nous, on trouve ça insupportable qu'il y ait encore beaucoup de gaspillage, hein, malgré tous les efforts, hein, tous les progrès qui ont été faits. Je termine, je termine. Et oui, alors renforcer le volet, parce que j'en viens au PAT, justement, renforcer le volet de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les PAT et les PLPDMA, les programmes locaux de prévention des déchets. C'est deux démarches, une volontaire, les PAT, l'autre obligatoire par la loi. Et les découpages géographiques ne sont pas les mêmes. Et dans les PAT, dans les PLPDMA, on a des volets parfois très fournis, puis d'autres beaucoup moins. Donc on essaie de dire aux PAT, aux PLPDMA, renforcez votre lutte, on est là pour vous, pour ça, on peut vous aider à co-construire des actions. Et puis, on voudrait aussi que le gaspillage alimentaire fasse partie de la politique RSE des entreprises, toutes les entreprises. Voilà. Alors, je n'ai que dit que 3 ou 4 % de ce que je devais dire, mais bon, je pense que vous peut-être vous allez compléter sur certains points. Voilà, voilà. Euh, J'avais encore toutes les journées techniques qu'on prépare, hein. Vous voyez, toutes les journées techniques, là, et puis les ateliers, voilà, les assises, et puis les trophées. Bon, mais vous aurez le diaporama de toute manière. Bon, voilà. Merci. Je vais compléter un peu effectivement avec le régal Normandie. Donc, vous avez compris la philosophie des régals. Donc, effectivement, nous, le réseau normand de lutte contre le gaspillage alimentaire, il date de 2014 et il est né juste après celui du CREPAC. Et on s'est inspiré, bien évidemment, des travaux du CREPAC. Il est un petit peu différent. C'est-à-dire que nous travaillons sous forme de comité de pilotage. Donc, nous avons à l'intérieur de ce comité des représentants d'associations diverses et variées. Nous avons les financeurs, donc nous sommes 3 financeurs hein, sur ce régal Normandie. Nous avons le conseil régional, l'ADEME et la DRAF Normandie. Et puis, nous avons donc des représentants de producteurs avec le réseau des CIVAM. Nous avons la Chambre des métiers de l'artisanat et la Chambre de commerce et d'industrie. Pour l'instant, la Chambre d'agriculture ne nous a pas encore rejoints. Donc, on essaie on essaie de travailler aussi avec eux. Nous avons donc les entreprises agroalimentaires, hein, donc représentées par l'AREA, et puis des mouvements, donc des associations environnementales, donc comme Le Graine ou Normandie Équitable, et puis des associations de consommateurs. Donc on essaie d'avoir un panel
échelle le plus globale possible. Et tout ça, c'est mis en musique par France Nature Environnement. Et donc, c'est sous forme On a une feuille de route triennale. Donc là, on est sur la période 2025-2027. Donc, on travaille tout ça en comité de pilotage. Et puis, donc l'ADEME, elle finance pour 3 ans. Le conseil régional, lui, finance pour 2 ans. Et la DRAF, elle finance pour 1 an. Donc, c'est pas très facile à gérer pour France Nature Environnement, mais on essaie de se débrouiller comme on peut. Donc voilà, on existe maintenant depuis 12 ans. Donc l'objectif, c'est la philosophie des régales, hein, donc je vais pas revenir dessus. Donc c'est la réduction du gaspillage alimentaire. On a 500 correspondants aujourd'hui et on a une centaine de membres. Donc quand on parle membres, ce sont vraiment des gens. On a une charte du régal. Donc là, ce sont vraiment les gens qui ont signé cette charte. La DRAF n'est pas forcément super exemplaire. On n'a même pas signé la charte alors qu'on est financeur. Mais c'est pas grave. Donc voilà, donc on reprend la philosophie de ce que vous aviez présenté. Donc le régal en Normandie, donc c'est faciliter la coopération, informer, outiller, valoriser les initiatives et les retours d'expérience, être un relais auprès des politiques publiques territoriales et accompagner les acteurs de la chaîne alimentaire. Et on revient effectivement à chaque fois sur la mise en œuvre de la loi Egalim, mais aussi sur le rôle avec les PAT et les PLPDMA, et les PCAET. On essaie de mettre un petit peu tout ça en musique. Et le Régal Normandie, donc, alors on n'a pas de statut juridique, hein, effectivement. Voilà, ce sont des collectifs volontaires. Et donc, ce sont les acteurs du comité de pilotage qui mènent des actions auprès des PAT, auprès des collectivités pour sensibiliser, pour informer, pour outiller. Et puis, donc, on a mené, enfin, le Régal, depuis 3-4 ans, travaille en étroite collaboration avec les PAT sur les politiques de prévention des déchets, sur la réduction du gaspillage alimentaire. Et on a eu la chance d'avoir un petit Régal qui s'est créé sur un PAT de Lisieux. On a eu un petit Régal qui s'est créé. Donc voilà, ça fait des petits. En termes d'action un peu plus opérationnelle, donc on a beaucoup de communication, bien évidemment, avec des pages internet, on a des informations, on a des liens aussi avec ma cantine. On a une chaîne YouTube. Voilà, le régal se met à la page. Et puis, on a une newsletter avec les actualités du réseau, donc avec le QR code. Et sur le site internet, on a LinkedIn, enfin voilà, tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Nous aussi, donc, on travaille comme fait le CREPAC. Donc, on a une plénière. Donc, la prochaine chez nous, elle aura lieu le 26 novembre 2026. Elle sera dans la Manche, près de la mer. Et on espère que cette année-là, nous n'aurons pas de neige parce que pour nos 10 ans, nous avons eu en Normandie 2 jours de neige, les 2 jours de nos 10 ans. On avait de la neige. C'était la seule année où on a eu, enfin, les seuls 2 jours de l'année où on a eu de la neige et c'était pour nos 10 ans. Et on a repris, donc depuis l'année dernière, on s'est inspiré aussi du Crépac pour faire des trophées. Et c'est quelque chose qui marche vraiment beaucoup. C'est extrêmement valorisant pour les acteurs. C'est difficile pour nous, membres du jury. Donc le COPIL, c'est le membre du jury. Donc c'est difficile pour nous parce qu'il faut qu'on choisisse des démarches qui soient à la fois innovantes, impactantes, mais c'est hyper intéressant. Et on a eu des remises de trophées l'année dernière où on en aurait presque pleuré tellement les gens étaient contents de monter. Et on avait remis des petits prix, on avait fait travailler des artisans locaux, on avait remis des prix. Enfin, c'était vraiment génial. Ouais. Ou des assos. Enfin, là, c'était. Ouais. Ou des associations aussi. Enfin, c'était. Voilà, c'est vraiment génial. Des exemples un peu concrets de ce que pilote le régal ou de ce que valorise le régal. Donc là, c'est une étude qui avait été menée par le CIVEDAX, donc c'est un syndicat de traitement des déchets. Je ne vous ai pas précisé, donc dans la feuille de route du régal, donc feuille de route triennale, il y a nous aussi des axes de travail. Et l'un des gros axes de travail, c'est de quantifier. On a des chiffres par l'ADEME. L'ADEME a donné des chiffres au niveau national, mais on n'a pas de chiffres, en fait, nous, au niveau régional ou même au niveau territorial. Et quand on dit, ouais, c'est bien de dire 50% de réduire de 50% le gaspillage alimentaire, mais quand on n'a pas de T0, c'est quand même compliqué. Donc, on essaye par plusieurs sources, par plusieurs bases de données, avec biomasse, avec les syndicats de traitement des déchets. On essaie d'avoir un peu une carto du gaspillage alimentaire sur vraiment le territoire de la Normandie. On a aussi, ça je pense que vous en avez déjà entendu parler, hein, le ministère avait lancé donc les labels anti-gaspi.
Donc, au niveau du régal, en fait, on valorise donc ce label et en lien donc avec la GMS, on a en Normandie, en juin 2026, on a comptabilisé une vingtaine de GMS qui sont labellisés. Très rapidement, hein, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas non plus le cahier des charges précis, mais en fait, on regarde enfin, l'établissement qui souhaite s'engager. Il y a 3 niveaux et il s'engage aussi soit en amont, donc plutôt sur sa politique d'achat. Après, il y a tout ce qui se passe aussi au niveau du magasin. Et puis après, en aval, comment il réduit son gaspillage alimentaire et notamment ses actions en faveur du don, etc. Voilà. Et on va tenir très prochainement, je crois que c'est en octobre, le 12 octobre, le Régal va animer en partenariat avec le réseau normand des PAT une action, un webinaire en lien avec la GMS, parce que c'est quand même des acteurs qu'on a un peu de mal à mobiliser. Ils sont arrivés, la première grande GMS qui s'est intéressée au Régal chez nous en Normandie, donc au début du Régal en 2014-2015, c'était un centre Leclerc qui est venu. Et puis après, on a eu un peu Carrefour aussi. Et en fait, ce que Leclerc venait, c'était chercher du réseautage. Voilà. Lui, il avait besoin de connaître les acteurs du territoire, donc il est venu chercher des informations. Donc il continue à participer régulièrement, notamment à nos plénières. Carrefour ont fait une autre politique. Carrefour, eux, ils ont engagé des coachs gaspillage alimentaire. Donc voilà. Mais en tout cas, ils restent membres enfin correspondants, je sais plus comment on les appelle, du Régal. Au niveau de la restauration collective, donc le Régal Normandie lance depuis plusieurs années maintenant un défi assiette vide qui est lancé donc à chaque restaurant afin de réduire son gaspillage alimentaire. Donc en fait, pendant une semaine, les équipes et les convives et tout le monde est un peu challengé pour peser les déchets alimentaires et faire comme ça une évaluation. Et voilà, donc les différentes étapes du défi: se préparer, mettre en place la pesée, analyser le gaspillage, communiquer les résultats et passer à l'action. Donc ça a lieu tous les ans. Ça prend de plus en plus d'importance chez nous en Normandie. Ça prend même tellement d'importance en fait que le Régal n'arrive même plus à suivre, puisqu'en fait c'est FNE, France Nature Environnement Normandie, qui pilote cette action-là, qui l'a pilotée même en son nom propre, et puis elle l'a intégrée après dans le Régal. Et là en fait aujourd'hui ils arrivent même plus à suivre. Donc voilà, donc il y a des fiches qui sont mises à disposition. Et en fait, ça, c'est la fiche des pesées. Et donc, ces informations-là, elles ont été reprises maintenant sur ma cantine. Quand vous allez sur ma cantine, vous avez donc dans le volet gaspillage alimentaire, vous retrouvez tout le travail du Régal Normandie en partenariat avec le Régal Bretagne. Je ne vais pas les oublier. Et donc, c'est accessible à tout le monde. Et vous pouvez, si vous êtes intéressé, mettre en place ce défi assiette vide. Et je crois que j'ai terminé. J'ai gagné peut-être un petit peu de temps, même par rapport à la présentation du Crépa, qui avait toute la philosophie des régals à présenter. Bon, un, deux, trois. Alors, je me présente pour le sein. Il faut parler dans le micro, mais c'est enregistré. C'est juste un enregistrement, il y a pas de. Ok, autant pour moi. Le bouton est bien. Euh, je me présente Paulo Serge Lepez. Je suis chargé de mission alimentation au sein de la métropole européenne de Lille. Donc, d'emblée, effectivement, on est dans un autre cadre institutionnel, un autre cadre territorial. La MEL, la métropole européenne de Lille, est un EPCI. Donc, on est dans un cas différent d'un service déconcentré d'État comme auparavant ou une association. Et de surcroît, comme le nom l'indique, on est bien sur le territoire de la métropole lilloise. Ce que je vais faire d'emblée dans cette présentation, de vous rappeler des éléments contextuels en termes du territoire de la MEL, les aspects d'éléments organisationnels qu'on a développés. Il y aura une focale particulière sur le dispositif anti-gaspillage, mais plus encore, c'est intéressant de vous énumérer les actions complémentaires qu'on a portées et
et notamment la question du régal à venir sur le territoire. Élément contextuel. Alors, pour vous indiquer d'emblée de quoi il s'agit, quand on parle de métropole urbaine de Lille, on pense souvent au quadrilatère Lille-Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d'Ascq. Mais en fin de compte, la particularité de cette carte, c'est bon, un territoire de 1 200 000 habitants, 95 communes, de populations et de pratiques très différentes, globalement. C'est-à-dire que là, ce qui est égrené, c'est effectivement le nombre de repas scolaires par commune. Donc, ce qui fait que on va de quelques dizaines à quasiment, pour le cas de Lille, si je rajoute les deux communes associées, on est quasiment de l'ordre de 12 à 14 000 repas jour pour l'aspect scolaire pour cette ville. Donc, diversité en termes de restauration scolaire, et je précise bien restauration scolaire dépendant d'une commune, qu'elles fournissent ou pas des écoles publiques ou des écoles privées. Donc, on est bien sur les deux. Donc, je n'aborderai pas tout ce qui est l'ordre de établissements médico-sociaux. Voilà. Ah, non. Oui. Alors là, effectivement, c'est pour dire les éléments, c'est-à-dire, je vous ai montré effectivement les 95 communes, et les 95 communes, il y en a trois que vous pouvez enlever qui n'ont pas de restauration scolaire. Les 92 autres sont très diverses. Il y en a peut-être que 14 ou 15 qui sont en régie. Le reste, c'est de la gestion concédée, plus ou moins. C'est-à-dire, des fois, c'est simplement le chef cuisinier qui est délégué, des fois, c'est la fonction achat qui est déléguée, ainsi de suite. Et vous verrez qu'il y a une partie des acteurs de cette restauration collective qui se répartissent un peu le marché. Donc, tout ça pour vous dire que territoire très divers dans ses pratiques, dans ses manières de faire, mais avec quand même une très grande proportion pour la ration scolaire émanant des communes de la part de cette éducation collective. Ouais. Alors, élément organisationnel, ça a été dit il y a quelques instants, on est, nous, dans une intervention sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, à la confluence de deux documents. À gauche, le PLPDMA, donc derrière l'acronyme Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. La dernière version a été adoptée quasiment en 2023. Et à votre droite, la stratégie agricole et alimentaire métropolitaine, quant à elle adoptée en février 2025. Teasing pour la fin de la réunion. Dans le PLP-DMA, vous avez une fiche spécifique, enfin, un axe lutte contre le gaspillage alimentaire avec deux actions, ce que je vais vous montrer là-dessus. Et la seconde action concerne la création d'un régal territorial. Nous, notre objectif, parce que moi je suis dans service agriculture et alimentation, je travaille avec mes collègues du service des déchets, globalement. Donc, il faut déjà, on a beaucoup parlé dans cette journée de interterritoriale, mais des fois c'est de l'interservice qui permet de débloquer les choses. Comme on travaille dans les mêmes domaines, quasiment les mêmes publics, on s'est dit qu'on devait travailler de concert. Et donc, de facto, depuis 3 ans, on co-gère avec mon collègue des déchets qui n'a pas pu venir aujourd'hui, une communauté des référents techniques restauration collective des communes membres de la MEL. Tout ça pour leur indiquer à la fois d'échanger sur euh, leurs pratiques, qu'elles se réduisent ou pas à la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais qui peut avoir trait au mode de gestion, à l'aspect éducation alimentaire ou à tout autre aspect de près ou de loin ayant trait à la restauration collective. D'ailleurs, dans cette communauté de référents techniques, on a créé un espace collaboratif où, effectivement, là, ce que vous avez devant les yeux, ce sont des fiches techniques qui ont été établies par les référents de communes. Et en fin de compte, au lieu qu'on leur dise de ce qu'il faut faire, notre temps, on le pratique au niveau de l'animation de cette communauté. Et l'important pour nos interlocuteurs, nos publics, c'est qu'ils puissent y échanger entre pairs. C'est la meilleure façon de faire progresser la démarche plutôt que d'avoir un discours descendant, euh, limite réglementaire à ce propos. On essaie d'éviter de leur parler de loi AGEC ou d'autres. On leur parle vraiment de bonnes pratiques, littéralement. Un des éléments à vous faire part, c'est le dispositif anti-gaspi de la MEL. C'est plutôt mon collègue qui le porte, mais comme il est en vacances, c'est moi qui m'y déploie.
Effectivement, on a mis en place un dispositif d'accompagnement de la MEL, principalement des communes, peut-être une ou deux écoles privées. Je sais pas. Et on a eu progressivement, depuis l'après-Covid, à mettre en place un accompagnement annuel auprès de communes du territoire. Donc, on est parti de 3, on arrive à une vingtaine l'année dernière, et pour l'année à venir, 2026-2027, parce que on est bien sur l'aspect scolaire, on escompte avoir plus de 25 restaurants. Après, on fera le bilan pour voir qu'est-ce qu'on fera des suites de ces démarches. D'où ce qui fait que d'un point de vue de déroulement de l'accompagnement, on sélectionne le, on reç- oui, on sélectionne effectivement des restaurants volontaires, on fait une réunion de lancement, on met en place un diag. On a parlé de T0 tout à l'heure, mais on est vraiment de l'aspect T0. On développe des actions de sensibilisation, de communication, on évalue les actions de sensibilisation, ainsi de suite. Et après, au bout de quasiment 10 mois, on fait une évaluation. Charge, et ce, dans une école particulière. Charge après que la commune déploie dans les autres écoles dont elle a la charge la démarche. On ne va pas faire l'accompagnement sur chacune des écoles. On est bien dans un aspect d'accompagnement de ces communes. Et je précise d'autant plus parce que nous, on est en marge du PLP-DMA en termes de cible public. Et de surcroît, nous n'avons pas la compétence réinsertion collective intégrée au statut de l'EPCI. D'autres l'ont fait, mais qui sont d'une plus petite dimension. Et le plus souvent, quand elles intègrent la compétence réinsertion collective, c'est pour mettre en place une CUNY centrale et simplement la production. Donc là, pour vous dire que souvent, dans cette idée d'essaimer, on demande souvent dans le dossier de gens qui veulent être accompagnés, qu'il y ait un groupe projet qui soit proposé, avec un coordinateur de projet au sein de la commune, avec des référents particuliers, que ce soit dans la restauration en tant que telle, dans le scolaire et dans le périscolaire. On est très attaché à ça pour le succès de la démarche. Là, on parle du diag, du tri, donc on les accompagne également là-dessus. Également sur de la gestion de données, je vous parlais de l'espace collaboratif. On a un espace collaboratif qu'on gère de manière assez régulière, ce qui fait que pour que chacune commune a droit à un accès sur une partie de l'espace, d'un espace collaboratif, l'espace qui lui est dédié, donc elle peut mettre les chiffres à jour. Et nous sommes seuls les gens qui vérifions les données avec notre prestataire. C'est-à-dire que les autres communes n'ont pas accès aux données de l'autre commune, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'impair. Néanmoins, on a des espaces communs où il y a des documents réglementaires qui sont en accès libre, plus des fiches pratiques pour échanger entre les communes en l'occurrence. De la même façon qu'en complément à ce que nous faisons, on leur apporte des kits, notamment un kit Sacha, les écologies civiques qui était fait avec une structure de la bio, qui s'appelle la ProBio. On leur apporte également des outils complémentaires, genre un gâchimètre à pain qui marche toujours très fort dans les restaurations, des jetons, plus, j'insiste, un guide méthodologique. Parce que quand on parle d'équipe projet, il est impératif, un, on a parlé tout à l'heure, c'est je crois que c'était l'adjoint au maire de Blois qui indique un temps d'investissement en termes d'animation. Effectivement, on a pris beaucoup de temps pour créer le guide méthodologique et insister auprès de communes qu'en dépit de leur turnover, on voulait absolument qu'il y ait une équipe projet pérenne qui soit mise en place et que si quelqu'un part, les outils restent pour échanger entre pairs. Voilà. Également, faire visiter le centre de valorisation organique de Sequedin, parce qu'effectivement, on exerce bien cette compétence, et mise à disposition aussi d'ateliers cuisine. Bon, ça, c'est pas trop important. Là, actuellement, mon collègue vient juste pour récupérer les dossiers de candidature à son retour de vacances. Il aura donc, après la mi-juillet, à analyser vraiment les différents dossiers des communes pour être accompagné. Ça pourrait être potentiellement la dernière année sous cette forme-là. Il faut qu'on fasse vraiment un bilan là-dessus. Donc, ce qui fait que durant l'été et à la rentrée, on pourra indiquer vraiment les communes qui seront accompagnées et TEPTIL, TEP 1, 2, 3, tel type d'école.
Quand je vous disais que c'est essentiellement des communes, on a fait une exception sur une à deux écoles privées, mais pour l'instant, notre commande politique, elle est bien sur les communes du territoire. L'aspect monde scolaire privé, surtout quand il délègue à un partenaire extérieur, ça fait pas partie de la commande politique que nous avons reçue. Mais il n'y a pas en soi d'opposition, mais il nous importera pour le secteur privé notamment d'aller voir notamment les directions diocésaines pour échanger avec les réseaux de chefs d'établissement pour diffuser les bonnes pratiques à terme. Les actions complémentaires, pourquoi c'est important à vous en faire part? D'une surcroît, il y aura un accompagnement sur de la pesée connectée auprès de plusieurs communes pour qu'effectivement les données soient davantage transmises. Il y aura également un accompagnement de restaurants administratifs par de l'IA. Donc là, c'est vraiment la pure expérimentation. Quand on fera vraiment le bilan, on pourra le diffuser auprès des communes. Et là, pour l'instant, c'est des restaurants administratifs un peu conséquents, celui de la MEL en tant qu'intercommunalité et celui de la ville de Lille. Et ça pourrait être déployé notamment pour des communes qui ont encore un restaurant administratif. Il y a quelque chose qui, j'espère, dans un prochain carrefour, pourra faire l'objet d'une présentation. On s'est engagé il y a une année sur un projet européen qui s'appelle Social Food Webs. Pourquoi c'est important et pourquoi d'emblée je pose la candidature pour que mon collègue vienne vous présenter la démarche, c'est que on s'était engagé sur ces démarches avec des Catalans, des gens du nord de Portugal, le Brabant flamand ou des Finnois pour travailler sur les échanges de pratiques au niveau européen. Au-delà de l'aspect purement gaspillage alimentaire à la source, nous, on focalise plutôt nos travaux sur ce projet-là, sur la question du non consommable. Qu'est-ce qu'on fait du non consommable ressortant des cuisines? Donc, mise sous plastique, ainsi de suite. Et notamment, on a une focale particulière au niveau de l'aide alimentaire. Comment travailler au mieux sur leur fournir en temps et en heure auprès d'acteurs de l'aide alimentaire ces non consommés. Même si en parallèle, on développe bien sûr en amont la prévention là-dessus. Il y a les deux derniers points, franchement, alors, je sais pas si j'ai encore du temps. J'ai un peu. 2 minutes, là, ce sera parfait. Évolution des modes de gestion. Comme je vous ai mis dans la carte initiale, sur en gros les 92 communes qui exercent leurs compétences restauration scolaire, restauration collective, on a 14-15 d'entre elles qui sont en mode régie. Le restant, c'est la délégation. Si vous vont dans des communes de petite dimension, c'est très simple. On laisse les clés du camion en quelque sorte à un prestataire. Souvent, il y a un seul prestataire qui répond au marché, donc il se trouve un peu les pieds et poings liés. Nous, l'idée, c'est que des communes qui veulent se réapproprier leur restauration collective, leur cantine scolaire, on les accompagne progressivement sur une prise de connaissance du champ des possibles et on les accompagne d'un point de vue très terre à terre sur de quels équipements ils ont besoin, combien ça coûte potentiellement et à quel chantier ils peuvent mettre ça en place. Nous, notre cible, ça, effectivement, vraiment les petites communes du territoire. Donc, je vais revenir, désolé, sur ma carto là-dessus. En termes de je veux dire, champ de bataille, en quelque sorte, là, c'est effectivement, vous avez beaucoup de communes qui sont petites et qu'elles se disent comment je fais, alors que j'ai une demande de la part des parents d'élèves, pour effectivement mettre davantage de produits bio et locaux, comment je fais pour ne pas me faire avoir par une société de restauration collective. Peut-être que le passage en régie ou peut-être que le partage des tâches avec des communes des alentours peut permettre d'atteindre ces objectifs-là. Donc voilà. Donc là, c'est un accompagnement qu'on va commencer en septembre. Et je finirai mon propos par la question du régal territorial, puisque effectivement c'était ce que vous aviez indiqué à l'instant. Nous, effectivement, d'emblée, comme on avait du service qui travaillait sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, de facto, on s'est dit, tiens, on va aller regrouper nos forces. On a été discuter avec l'ADEME pour avoir un soutien pour une étude, un diag pour mettre en place ce régal. Donc, le diagnostic s'est très bien passé. On a pu faire une focale particulière sur la production, la distribution, un peu moins la transformation, c'est un peu plus compliqué sur la transfo, et bien sûr sur l'aspect consommation.
Il est important que les régales et le PAT travaillent de pair dans les années à venir. C'est le même territoire, ce sont les mêmes acteurs, il n'y a pas de biais là-dessus. On le met très fortement. Pourquoi c'est aussi important sur la restauration collective? C'est que nos bonnes pratiques qu'on a au niveau des communes, ou les marges de progression qu'on a sur les communes, bah, il faut qu'on continue d'échanger avec ce qui se passe au collège et au lycée. Et donc, dans le diag préparatoire du régal territorial, qui, quand on aura quelqu'un affecté dans les services, c'est-à-dire la rentrée, pourra être mis en place concrètement, c'est-à-dire que nous, on veut continuer les réflexions avec le département, ses collèges et les lycées. Donc, la démarche restauration collective, lutte contre le gaspillage alimentaire, bah, on veut la prolonger au niveau des autres types d'établissements scolaires, donc collège, lycée, peut-être à terme le CRUZ, globalement, voire d'autres établissements, notamment l'aspect hospitalier, mais bon, l'aspect hospitalier, c'est un cas à part, en dehors des restaurants administratifs, notamment pour les patients, c'est un cas à part. Voilà très rapidement ce que je pouvais vous dire. Quand moi, t'en parlais, j'ai l'impression que c'était plus haut. Non, pareil. Oui, mais il parle plus là demain, c'est pas ça. Je crois que ça dure plus longtemps. Merci beaucoup pour vos interventions assez complémentaires. On a 20 minutes là, enfin un quart d'heure, 20 minutes pour des questions. Donc, d'abord, moi j'en aurai quelques-unes un peu pour conclure, mais d'abord vous laissez la parole. Si vous avez des questions, tous nos trois intervenants, c'est le je vais vous présenter alors. Il y a eu un régal à La Réunion, il y a 2 ans. Qui s'est ciblé du fait de des financements publics et derrière, on ne peut pas reconduire des subventions ADEME. Et donc, on s'appuie avec des transferts qui étaient écoutés, il ne faut pas mettre ça. Mais je ne suis pas institutionnel, hein, mais vu les restrictions, moi on est associatif. Ouais. Et nous, comment dire, on est impacté par toutes les restrictions budgétaires, que ce soit de l'ADEME, de la région, des services de l'État, et c'est de plus en plus difficile hein, pour nous d'avoir un financement pérenne. Vous l'avez dit, il y a déjà chaque institutionnel a son propre dispositif. Alors ça peut être sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans. Il n'y a pas de. Voilà, on voudrait une sécurisation des financements sur plusieurs années, mais c'est plus dans l'air du temps, ça. Non, alors nous, au niveau de la Normandie, on est en train de travailler là-dessus au sein du COPIL. Et on est en train de réfléchir à deux pistes. Déjà, peut-être prioriser les actions du régal. Est-ce qu'on se focalise sur le réseautage et on abandonne, par exemple, quantifier, voilà, ce genre de choses. Après, ça va être de trouver d'autres sources de financement parce qu'il n'y a pas que le public. Peut-être s'orienter vers du mécénat. Ça, c'est la deuxième piste. La troisième piste, bah, c'est peut-être aussi se poser la question aujourd'hui de donner une entité juridique à un régal. Ah oui, pardon, on a oublié le micro. De donner une entité juridique au régal et pour qu'il puisse devenir prestataire et être rémunéré lorsqu'il mène une action, ou est-ce que des frais d'adhésion de la part des collectivités qui peuvent être intéressées? Voilà, c'est les trois pistes qu'on a. Prioriser, trouver d'autres sources de financement et donner un statut juridique au régal avec un nouveau modèle économique. Alors, précision, en tout cas pour l'aspect métropole européenne de Lille. Alors d'emblée, en termes de légitimation, comme je le disais, on l'inscrit dans bien longtemps à l'avance la volonté d'avoir un régal dans le PLPIDA. Donc on l'avait bien précisé, fiche action, globalement c'était vraiment précisé, qu'on a voulu se légitimer auprès de nos propres élus en ayant un financement de l'ADEME au niveau donc ADEME Hauts-de-France pour être vraiment accompagnés. Donc les élus, nos élus ont été mis dans le bain globalement, donc ils savent de quoi il leur retourne. Et depuis qu'on a fini le diagnostic, la plupart du temps qu'on a dégagé
qu'on a déployé en interne. C'était vraiment pour vraiment changer l'affectation d'un poste chez nous au service déchets pour que les personnes soient vraiment, définition de poste, soient marquées régal et en montrant qu'au-delà de l'aspect régal, c'est vraiment une articulation entre les acteurs du territoire, qu'on avait tous des bénéfices avec aussi notre propre politique sur du projet alimentaire territorial. Donc c'est une question de légitimation et même on s'est basé aussi sur l'analyse, la labellisation niveau 2 du projet alimentaire territorial qui nous demandait instamment de bien croiser les politiques portées par le PCI et notamment Plan Climat, PLPDMA et bien sûr projet alimentaire territorial. Donc d'emblée, le fait d'avoir un régal, ça participe de la carte de visite d'un territoire. Ce qui ferait que potentiellement, ça en ferait le régal de la plus grosse agglo en France. Parce que jusqu'ici, ce qui était montré sur les Hauts-de-France, c'était PVL Carambeau, qui est juste à côté de la même, mais c'est 100 000 habitants. Ou la région du Grand Calaisis, ça doit faire 150 000 habitants. Donc, c'est aussi un enjeu un peu d'attractivité, de légitimité de l'institution. Donc, on essaie de le vendre en interne comme cela. Et effectivement, de sécuriser le poste de la personne. Et on a bien indiqué qu'il devra aussi légitimer son propre poste par des recherches de financement. Donc, on a bien fait la fiche de poste globalement là-dessus. Ce qui fait qu'on a regroupé plusieurs actions, dont le projet européen, qui va beaucoup nous aider pour les suites. Voilà. Bétoré, nous, on n'est pas, au CREPAC, on n'est pas sur le fait de créer une entité juridique et de faire des prestations, parce que ça dévoirait l'idée initiale d'intelligence collective. Si on fait des prestations, ça veut dire qu'on va être en concurrence avec des acteurs qui participent à la dynamique du régal et on va se retrouver, ça va devenir un climat malsain et on va perdre de notre pertinence. Donc on est plus, nous, c'est au pouvoir public à assumer. Comme je vous l'ai dit, le gaspillage alimentaire, c'est le troisième émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis. Alors, on fait quoi? Il faut de l'argent public, il faut revenir aux sources, utilisation à bon escient de l'argent public et pas le consacrer à d'autres choses qui vont dans le mauvais sens, quoi. Il faut, on nous dit souvent, ben, votre modèle économique, mais moi, ça fait 50 ans que je suis bénévole associatif, on nous dit ça depuis des années. Changer de modèle économique. Le modèle économique, c'est l'intérêt général. L'intérêt général, il ne faut pas le confondre avec l'intérêt privé. Et donc, il faut garder cette notion d'intérêt général dans notre activité. Vous vouliez. France Nature Environnement travaille avec vous Oui. et pourtant, eux font des prestations. Non, mais France Nature, on est affilié à France Nature D'accord. Environnement. Eux, par contre, font bien des prestations. Non, mais vous parlez de quelle FNE? Ben, la Fédération nationale, c'est la plus grosse fédération d'associations de protection de la nature et de l'environnement. Ouais. Les prestations, c'est marginal. C'est marginal. C'est principalement des subventions du ministère de l'écologie, etc. Mais il y a très peu on a très peu de ressources provenant des prestations. Le CREPAC, il fait quelques prestations pour avoir de l'autofinancement, pour pouvoir faire des projets, parce qu'on nous demande 20% d'autofinancement. Alors, on le trouve où? Mais les prestations ne font pas partie de notre animation du réseau. C'est autre chose. Du coup, moi, j'avais une autre question. Je profite du micro. Vous travaillez donc à la DRAF Normandie. Vous dites on, donc j'ai bien compris qu'il y avait une question de pilotage aussi de ce projet. Quel est votre rôle réel là-dedans et qu'est-ce que ça représente comme temps? Moi, je travaille à la DAF Guyane. Voilà, et je voudrais savoir effectivement comment les agents dans votre structure travaillent autour de ce projet. Est-ce que c'est vous? Alors oui, donc à la DRAF Normandie, donc moi je suis chargée de projet, Programme national pour l'alimentation et donc je suis titulaire, fonctionnaire et j'ai une collègue qui est contractuelle. Donc elle travaille beaucoup sur la restauration collective et un peu sur les PAT et moi je travaille beaucoup sur les PAT, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. En fait, membre du COPIL, donc on a 5 à 6 COPIL par an. Après, c'est l'organisation des plénières, effectivement, c'est assez chronophage. Je vous disais, en tant que membre du COPIL, on lit aussi les projets pour les trophées. C'est difficile de quantifier
Mais ouais, mais après, c'est tellement intéressant que voilà, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que c'est bien inclus dans votre poste. En fait. Ah oui, oui, Votre oui, poste est moi, bien ça. En là-dessus. fait, oui, j'ai pas précisé. Donc, le programme national pour l'alimentation, donc c'est une politique incitative portée par le ministère en charge de l'agriculture. Et à l'intérieur de cette politique, donc ça a été repris dans le cadre de la STANC. Maud Fépou vous en a parlé ce matin. Donc, on retrouve la lutte contre le gaspillage alimentaire, la justice sociale, l'éducation à l'alimentation et les deux axes transverses que sont la restauration collective et les projets alimentaires territoriaux. Donc, oui, moi, c'est dans ma fiche de poste. Voilà. Il y a aucun souci, c'est dans ma fiche de poste. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas précisé quand j'ai démarré ma présentation. À l'origine, en 2014, quand on a travaillé sur le régal normand, on était 3 institutionnels. C'était l'ADREAL, la DRAF et l'ADEME. Je devrais dire par ordre alphabétique, en commençant par l'ADEME. Et puis, en fait, on a perdu l'ADREAL parce que justement, ça n'était plus trop vraiment dans leur fiche de poste. Voilà. Donc, l'ADREAL a disparu. Elle a été remplacée par le conseil régional. Donc, financièrement, c'était aussi plus intéressant. Et on essaie de récupérer l'Adréal, mais voilà, c'est compliqué. Mais moi, non, il n'y a aucun souci, c'est de toute façon dans mes missions. Et quand je dis on, oui, c'est tous mes collègues du comité de pilotage. Merci beaucoup. Moi, c'est pas forcément une question, c'est plus un point d'information sur la dynamique locale. Donc moi, c'est Corentin Bacrot, je suis chargé de mission agriculture et alimentation au sein d'un tiers-lieu à Loches, donc à 1 heure d'ici même pas, qui s'appelle le tiers-lieu Sud-Touraine. Et donc, on est cofinancé par l'ADEME pour mener un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sur l'ensemble du système alimentaire. Donc, c'est un gros boulot. Et ça rejoint ce que vous disiez sur le besoin de connaissances et de passer un maillon, enfin une maille plus fine de la question. Donc, ce que fait l'ADEME en lien avec ça. Et aussi, on s'est inspiré de ce qu'a fait le Régal du Pays du Calaisis sur cet aspect-là. C'est vrai que c'est un gros enjeu, c'est un gros morceau de quantifier. Non, enfin, moi, je fais ce que je peux. On n'est pas en bureau d'études, donc on fait une première mouture. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Mais évidemment, quand on va sur l'ensemble du système alimentaire, ça touche un nombre d'acteurs conséquents avec chacun leurs enjeux propres. Mais en tout cas, c'est passionnant comme sujet. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que tout ça s'inscrit dans une dynamique à différentes échelles. L'échelle, déjà, il y a le Régal Centre-Val de Loire qui est en train qui émerge depuis ce début d'année. Donc, qui est aussi dans une phase de diagnostic, de repérage des acteurs et de début de mobilisation. Et puis ensuite, il y a aussi la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire en lien avec le syndicat de gestion des déchets départemental qui s'appelle Touraine Propre, qui lance aussi une étude sur les biodéchets alimentaires. Donc là, une étude quanti un peu plus poussée sur le quanti, mais qui ne sera pas par contre sur la caractérisation de la part comestible. Ce sera vraiment sur les biodéchets alimentaires, quels qu'ils soient. Et voilà, juste pour donner un point d'info sur ce qui se fait aussi localement. Les dernières, la dernière, parce qu'il n'y a plus de semaine de la dette, c'est terminé. Malheureux. On va prendre une dernière question et après, moi, j'en aurai une dernière pour vous avant qu'on puisse conclure. Donc, bon, l'ADEME réunion. Ah, ouais, après, On y va véritablement à votre question déjà. Hein. Bah, plus pour embarquer, enfin, du coup, quand on est au stade de la préfiguration, on n'a pas encore de diagnostic chiffré, nous, à La Réunion, etc. Et je sais que j'aimerais pouvoir embarquer à la fois les élus, à la fois les privés, en leur montrant le retour sur investissement, notamment avec des chiffres économiques. Comment vous avez fait de vos côtés au stade de la préfiguration pour les embarquer, quoi? Mais, en fait, ça me donne l'occasion de dire que quand on a eu cette idée de Régal Aquitaine qui est devenue Régano Aquitaine, les PAT n'existaient pas. C'était en 2013. Et même quand le Régal Normandie a été créé en 2014, les PAT, c'est un amendement de la députée écologiste Brigitte Allain, la loi d'avenir agricole en 2014. Et puis après, il a fallu que ça démarre. Donc, en fait, au début, il y a des régals qui ont été créés. Ils n'avaient pas les PAT. Alors, peut-être que la question maintenant que des PAT ont été créés et que des régals viennent après, il faudrait voir peut-être la coordination et la synergie entre tous ces acteurs. Mais nous, on a commencé par à faire le tour de tous les acteurs de la chaîne alimentaire en 2013, puisqu'on sortait du pacte national. Il y avait une dynamique nationale qu'on a essayé, nous, d'impulser au niveau régional. C'est pour ça que ça a été bien reçu. Il y avait une dynamique. En fait, c'est le Tandis pouvoir. tandis que là, maintenant,
les lois, toutes les lois sont passées, c'est plutôt comment on applique les lois. C'est l'arsenal législatif est le plus robuste au monde, hein. On a un arsenal législatif contre la lutte contre le gaspillage, le plus certainement le plus efficace, enfin le plus consistant, mais maintenant il faut les mettre en application, ces lois. Et c'est plus ça, comment faire passer à la vitesse supérieure tous les acteurs. C'est principalement ça, je pense que de votre côté, c'est ça. Ouais, effectivement, nous, on a surfé sur le pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. On a eu la chance d'avoir Guillaume Garot qui était venu lors d'une plénière. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup, voilà, ça a beaucoup suivi. On commençait à avoir les premiers chiffres aussi de l'ADEME au niveau national. Après, on a utilisé un peu, on a beaucoup travaillé au démarrage sur la restauration collective scolaire, parce que c'est là où on peut avoir les chiffres peut-être plus facilement, un peu comme vous faites vous, hein, sur votre territoire, ou par des pesées déjà. En fait, c'est pas en faisant des pesées, peut-être partir là-dessus, faire des pesées dans des établissements qui sont volontaires. Déjà, vous faites une pesée et vous allez pouvoir quantifier en termes de poids, bien évidemment, mais aussi financièrement parlant. Et nous, en fait, on avait fait, ce que vous aviez fait aussi, on avait fait une année, on avait fait le Gaspi Tour. Et alors nous, on n'est pas 12 départements, on est plus petit, on n'est que 5. Mais on avait fait un Gaspi Tour. Et en fait, voilà, les membres du Régal avaient dans 5 villes, des 5 départements. Et on allait voir les élus pour les sensibiliser sur le sujet. Et effectivement, le levier des PAT a confirmé ça. Nous, en Normandie, nos premiers PAT ont démarré en 2017. Et depuis, c'est quelque chose qui est tellement reconnu de toute façon qu'il n'y a même plus de discussion, quoi. Mais ça peut être ça, quantifier. Ouais. Lancer un défi, voilà. Vous allez sur le défi assiette vide, vous allez sur le site de ma cantine, le défi assiette vide, vous avez tout est expliqué. Vous prenez des restaurants collectifs, pas forcément du scolaire, hein, ça peut être du médico-social, etc., qui ont envie de se lancer dans l'aventure, ils testent, ça dure une semaine. Et après, vous quantifiez et en termes de poids, c'est une chose, mais aussi après financièrement ce que ça coûte. Il y a une étude de l'ADEME de septembre 2025 qui donne le coût du gaspillage alimentaire. La précédente étude datée de 2015, mais quand vous regardez les chiffres d'une école, d'un collège, d'un lycée, il y a même assez faramineux le coût du gaspillage alimentaire. Ça peut faire réagir les acteurs. Donc, tant qu'on n'a pas mesuré et quantifié, pour le moment, les gestionnaires, tout ça, bon, oui, il y a du gaspillage. Mais quand vous voyez la facture à la fin de l'année, 40 000 € de gaspillage alimentaire, qu'on aurait pu réinjecter dans l'achat local, bio, etc., ça interpelle. Il faut vraiment interpeller sur les conséquences. Et il y a des acteurs qui vont réagir que sur l'aspect financier, d'autres que sur l'aspect environnemental. Mais il faut faire feu de tout bois. Je sais pas. De votre côté, c'est pareil. Disons que c'est pour ça qu'on a développé la démarche de accompagnement à l'évolution du mode de gestion. C'est vraiment pour que les communes se rapproprient les chiffres globalement de leur démarche et qu'elles soient plus maîtres de leurs actions. Si d'emblée elles se disent que le bénéfice qu'elles tireraient d'une lutte contre le gaspillage alimentaire, elles ne le verraient pas dans la prestation de la CRC, ils vont pas s'engager trop, mis à part la pression des parents et l'esprit en général. Mais sinon, autant nous, c'est pour ça qu'un des éléments pour prise en main d'une régie, c'est découle de ça une prise en main des achats, une lutte contre le gaspillage alimentaire. Juste un dernier élément, et après on arrête là. Nous, on travaille beaucoup avec les collectivités, notamment avec les PAT, et après tous les restaurants collectifs, où on dit aussi qu'un des leviers pour pouvoir acheter des produits de qualité durable et atteindre les fameux 50%, dont 20% de bio, ça passe aussi par la lutte contre le gaspillage alimentaire. Merci beaucoup pour vos perceptions. Et c'est d'ailleurs, Je vais enchaîner la qui conclusion. oblige les collectivités à faire un diagnostic du gaspillage. Bien sûr. Et à partir de ce diagnostic, évaluer le coût du gaspillage et sur ce coût, dire combien on aurait pu acheter de denrées supplémentaires en termes de bio, local, etc. Meilleure qualité, Voilà. ouais. Tout à fait. Donc je laisse la parole à Louison. Merci. Non, mais c'est pour vous parce que la plénière reprend dans 5 minutes, donc on est un petit peu en retard.
J'avais une dernière question pour vous trois, mais du coup, il va falloir être assez bref, si vous voulez faire en 30 secondes chacun, voire 1 minute grand max. Ma dernière question, c'est voilà, si vous deviez recommander 1 à 2 actions à prioriser, voilà, à mettre en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire, quelles seraient-elles? Quelle que soit la cible, hein, que vous travaillez en restauration collective ou plutôt voilà, tout type d'acteurs. Quelles seraient les premières actions à mettre en place, prioritaires? La question piège. La pesée, c'est indispensable parce que ça permet d'évaluer. Voilà, je partirais. Si je dois mettre la pesée, mais tout ce qui est réseautage, outillage, c'est hyper important. 2 éléments, effectivement, la pesée, et en 2, les échanges entre pairs et faire qu'il y ait un binôme élu technicien qui va voir dans une autre commune ce qui se passe. Là, ils vont se dire, c'est plus une prescription venant d'en haut, c'est vraiment un retour d'expérience de pratique de la commune d'à côté ou de la commune de mon secteur. Moi, je dirais que la lutte contre le gaspillage alimentaire, euh, c'est de l'humain. C'est essentiellement de l'humain. On nous parle d'intelligence artificielle pour la lutte contre le gaspillage, mais ça ne remplacera jamais l'intelligence collective. Il faut que les équipes des personnels s'approprient, et des personnels de restauration s'approprient cette lutte. En plus, ça valorise le sens, ça redonne le sens du travail à certaines personnes qui voient que souvent ça termine à la poubelle. La lutte contre le gaspillage, c'est redonner aussi revaloriser tous ces métiers de la restauration, de la métier. C'est des gens qui font un travail formidable, mais dans l'anonymat le plus complet. Souvent, ils sont critiqués. Et c'est pour ça que les trophées, c'est important de valoriser à travers ces trophées. Et il faut adapter les fiches de poste, parce qu'il y a des procédures à mettre en. Donc, il y a ce qu'on appelle les ressources humaines, un terme peut-être pas très beau, mais c'est essentiellement de l'humain, la lutte contre le gaspillage. Et il faut que l'appropriation soit collective, et donc c'est aussi aux responsables à faire en sorte que cette appropriation puisse se réaliser dans les meilleures conditions. Merci beaucoup pour cette conclusion. Et merci à vous voilà, d'avoir participé avec attention à cet atelier. Donc, je vous invite à retourner dans l'espace plénière où on aura la dernière session sur la restauration collective. Donc, ça fait un bon lien avec ce dont on a parlé.